présentation du budget 2019 par le ministre des Finances zimbabwéen, c'était ce jeudi devant le Parlement. Grève générale en Tunisie, les fonctionnaires ont manifesté pour réclamer des augmentations salariales. Puis, mini-remaniement gouvernemental en Afrique du Sud, il fait suite à la démission du ministre de l'Intérieur. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Le ministre des Finances zimbabwéen a présenté ce jeudi le budget au Parlement. Mthuli Ncube a expliqué en détail comment il entend faire face à la crise économique que traverse le pays. Voici les images. Mthuli Ncube était face aux députés ce jeudi pour présenter le budget au titre de l'année 2019. Un budget essentiellement destiné à surmonter la crise économique que traverse le Zimbabwe. Le budget proposé par le gouvernement prévoit une baisse de 5% des salaires des hauts fonctionnaires, dont les ministres et le président, ainsi que l'inscription biométrique des membres de la fonction publique pour supprimer les travailleurs fantômes. Des mesures destinées à réduire les dépenses d'un État aux abois et différemment appréciées. C'était assez impressionnant. Les chiffres qui ont été alloués spécialement à la santé et à l'éducation sont de bons chiffres. Peut-être que nous pouvons élaborer un plan pour avoir plus d'écoles et plus d'hôpitaux. C'était joli et l'aperçu général est un bon budget. J'espère qu'il sera adopté. La croissance de l'économie, le principal contributeur est le secteur minier, 14% du PIB. Mais encore une fois, vous ne financez pas le même ministère qui est censé générer les ressources et les revenus pour le pays. Vous ne pouvez pas avoir une vache et vous ne pouvez pas la nourrir et attendre du lait. Donc pour moi, le ministère des Mines doit avoir une capacité totale. Le budget 2019 de 6,6 milliards de dollars est intitulé « L'austérité nous conduira à la prospérité » alloue par ailleurs 53 millions de dollars de compensation aux fermiers blancs expulsés de leurs terres dans le cadre de la réforme agraire controversée de l'ex-président Robert Mugabe. Notons que le Zimbabwe est sujet à de nombreux défis, notamment la pénurie de produits de base, les devises fortes ou encore la baisse du pouvoir d'achat. En Angola, le président João Lourenço a réaffirmé ce jeudi sa détermination à lutter contre la corruption. Et ce, malgré les critiques de son prédécesseur José Eduardo dos Santos, sorti de son silence après avoir été accusé d'avoir vidé les caisses de l'État. Voici les détails. Au début d'une visite d'État de 3 jours au Portugal, le président angolais João Lourenço a, lors d'une conférence de presse à Lisbonne ce jeudi, réaffirmer sa détermination à lutter contre la corruption. Ceci malgré les critiques de son prédécesseur José Eduardo dos Santos. Quand nous avons décidé de combattre la corruption en Angola, nous savions que cela allait être compliqué. Nous savions que nous touchions à un nid de guêpes. Nous savions que nous touchions à un nid de guêpes et que nous pourrions être piqués. Nous avons commencé à sentir les piqûres, mais cela ne nous tuera pas et nous ne reculerons pas. Il faut que l'on détruise ce nid de guêpes. Le gouvernement angolais entend obtenir de gré ou de force le retour en Angola des capitaux angolais placés à l'étranger, une mesure qui suscite des inquiétudes au Portugal, ancienne puissance coloniale qui a bénéficié d'importants investissements angolais. Par ailleurs, João Lourenço a refusé de répondre directement à son prédécesseur José Eduardo dos Santos, qui a tenu ce mercredi à Luanda sa première conférence de presse depuis son départ de la présidence en septembre 2017 pour refuter l'accusation selon laquelle il avait vidé les caisses de l'État.
En Tunisie, les fonctionnaires ont manifesté hier jeudi dans le cadre de la grève générale à l'appel de la puissante centrale syndicale, l'UGTT. À travers ce mouvement, ils réclament des augmentations salariales et envoient par la même occasion un message de défiance au gouvernement tunisien et sur à l'approche d'élections nationales. On écoute le secrétaire général de l'UGTT pour plus de précisions. Aujourd'hui, le taux de participation à la grève a dépassé les 90%. Regardez, cet élan militant, les manifestations, les rassemblements sur tout le territoire de la République. La grande responsabilité est imputée à la coalition au pouvoir concernant la situation dans laquelle la Tunisie est arrivée, et la crise dans laquelle la Tunisie est arrivée est aussi la situation sociale, la tension sociale et les climats sociaux difficiles, très difficiles. Toutes les parties doivent assumer la responsabilité de ce qui arrivera dans le futur. Ce journal se poursuit en Guinée-Bissau. Des milliers d'étudiants sont descendus dans les rues de la capitale. Cette manifestation vise à demander la reprise des cours dans les écoles publiques. Reportage. Des centaines d'étudiants ont manifesté ce jeudi à Bissau contre la grève des enseignants dans les écoles publiques qui se poursuit depuis environ 2 mois. Les étudiants ont marché dans l'avenue principale de la capitale sous l'encadrement de la police en criant « Nous voulons aller à l'école comme les enfants des dirigeants ». Pendant cette seconde manifestation des étudiants, plusieurs établissements commerciaux à Bissau ont fermé leurs portes de peur de débordement. Nous exigeons encore une fois la réouverture des classes. Comme on le sait, 90% des étudiants sont dans les écoles publiques. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de consensus entre le gouvernement et le syndicat des enseignants. Ça fait presque 5 mois qu'ils nous ont dit que les écoles allaient ouvrir. Ce n'est pas vrai. C'est des mensonges tout ça. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas pu commencer les cours. Nous voulons aller en cours. Nous avons le droit. C'est pourquoi nous manifestons. Selon le porte-parole des manifestants Badile Domingos Sami, le gouvernement devrait intensifier les négociations avec les syndicats d'enseignants afin de mettre fin à la grève dans les écoles publiques. La dernière manifestation d'étudiants organisée le 8 novembre dernier a entraîné des violences policières contre les étudiants, ce qui a été à l'origine du limogeage du ministre de l'Intérieur Moutaro Diallo par le président bissau-guinéen José Mario Vaz. Je l'ai annoncé en titre, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a procédé à un mini-remaniement gouvernemental, et ce après la récente démission du ministre de l'Intérieur et le décès de la ministre de l'Environnement. Voici les précisions. Après le décès de la ministre de l'Environnement et la récente démission du ministre de l'Intérieur, le président Cyril Ramaphosa a procédé ce jeudi à un mini-remaniement gouvernemental. Dans le cadre de ce mini-remaniement, le président Ramaphosa a conservé des ministres très controversés, dont Batabile Dlamini, en charge du développement social et accusé d'avoir également menti sous serment. J'ai également décidé de fusionner les ministères des communications, des télécommunications et des services postaux en un seul ministère. La fusion des communications, des télécommunications et des services postaux est la première étape, mais c'est aussi pour aider au processus de réalignement dont nous avons besoin aujourd'hui afin de mettre en œuvre la transformation que nous sommes en train de réaliser au niveau de la gestion économique. Ce remaniement qui était attendu intervient à 6 mois des élections générales où le Congrès national africain ANC au pouvoir tentera de conserver le pouvoir qu'il contrôle depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994. Au premier jour de la campagne pour les élections prévues le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila s'est affiché ce jeudi avec son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari. Son parti, le Front commun pour le Congo FCC, est très optimiste quant à la victoire de son candidat. Reportage. Le président congolais, qui doit quitter le pouvoir après les élections du 23 décembre, s'est affiché ce jeudi avec son candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Joseph Kabila, 47 ans, dont 18 au pouvoir, a invité son dauphin Ramazani Shadari et les cadres de sa machine de guerre électorale
du Front commun pour le Congo FCC en sa résidence à Kingakati, sur les plateaux Bateke, au milieu d'un parc naturel à 60 km à l'est de Kinshasa. Une manière, selon son entourage, de réaffirmer l'unité de sa coalition autour du candidat qu'il a choisi, Emmanuel Ramazani Shadari, et dont il est le parrain dans cette campagne. Le président Kabila est disponible pour aider aussi bien notre candidat, puisqu'il est l'autorité morale de la famille politique Front commun pour le Congo, qui soutient le candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Combatif, décomplexé, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Dans quelle proportion, ça dépend du peuple. Mais gagner, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Il n'y a qu'à voir nos adversaires pour comprendre que nous sommes certainement destinés à gagner. Au total, 21 candidats sont en lice pour la présidentielle, tandis que 15 355 candidats vont tenter de remporter l'un des 500 sièges à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont demandé instamment à tous les candidats d'éviter les provocations et les discours violents. Le Conseil de sécurité a finalement encouragé le gouvernement et la commission électorale à accepter l'aide logistique proposée par la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, pour l'organisation des élections. Mais Kinshasa refuse toute aide financière et logistique. Puis la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a insisté sur la nuance entre demander des comptes et la vengeance dans le cadre de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'était au cours d'une conférence de presse à Ankara avec le ministre turc des Affaires étrangères. Les précisions dans cet élément. L'Union européenne a estimé ce jeudi que ceux qui sont vraiment responsables du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi doivent rendre des comptes. Nous voulons que les responsabilités soient assumées et ceux qui sont responsables, vraiment responsables de ce terrible meurtre, doivent rendre des comptes. Pour nous, dans l'Union européenne, demander des comptes n'est pas synonyme de vengeance. Nous avons toujours été, je tiens à le souligner d'emblée, et nous continuons à être contre, par exemple, toute application de la peine de mort. Alors que le corps de Khashoggi n'a toujours pas été retrouvé plus d'un mois et demi après le meurtre, le chef de la diplomatie turque a mis en doute la volonté des autorités saoudiennes de coopérer avec la justice turque pour résoudre cette affaire. Jamal Khashoggi, un éditorialiste critique de Riyad, qui écrivait notamment pour le Washington Post, a été tué le 2 octobre dernier dans le consulat général d'Arabie Saoudite à Istanbul, où il s'était rendu pour des raisons administratives. Ce meurtre a provoqué une onde de choc mondiale et considérablement terni l'image de l'Arabie Saoudite, notamment du prince héritier Mohammed Ben Salman, accusé par la presse et des responsables turcs d'avoir donné l'ordre de tuer Khashoggi. La justice saoudienne a annoncé la semaine dernière qu'elle allait demander la peine de mort contre 5 personnes accusées d'avoir pris part au meurtre. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et bonne fin de semaine à toutes et à tous.